si vous prenez les pays du Golfe du Bénin, les 4 pays du Golfe du Bénin, c'est-à-dire le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, le Togo est le seul pays qui n'a pas enclenché une alternance depuis le début du mouvement démocratique. Donc le Togo est le pays exception géographique. Spécial Togo 2015. À quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle togolaise, prévue le 15 avril 2015, plusieurs personnalités d'origine togolaise se sont confiées à Brussels Information Press sur les grands sujets préoccupant l'avenir du Togo, pays d'Afrique de l'Ouest. Spécial Togo 2015 est un regard et une réflexion sur la situation politique, économique, sociale, la situation des médias, du sport et bien d'autres que nous livrent 4 figures emblématiques de ce pays, actifs dans le développement et le bien-être de leur population. Des questionnements sur l'alternance politique, les réformes telles que stipulées dans l'accord de politique globale de 2006 non réalisées, la classe politique vieillissante, à titre d'exemple, sont au menu de ce spécial et sont pendants au moment même où le peuple togolais s'apprête à élire son futur président. Spécial Togo 2015 est un document de la rédaction que vous propose Brussels Information Press. C'est un homme à la carrière bien remplie que nous avons rencontré le 29 août 2014 à Bruxelles. Jonas Comblan-Siliadin est responsable de l'audit financier pour l'Europe chez Carrefour Bank. Maître de conférences au centre de formation de la profession bancaire en région parisienne depuis 2011, il est aussi enseignant à l'université Marne-la-Vallée en France. Passionné de théâtre depuis son jeune âge au collège Saint-Joseph à Lomé au Togo, il a été acteur, auteur et metteur en scène. Il est par ailleurs auteur de 2 ouvrages dont L'Oasis au Vautour, une pièce de théâtre en 3 pièces parue en 2013 aux éditions du Panthéon, et Togo, démocratie impossible, publié chez l'Harmattan. Ce dernier ouvrage a d'ailleurs servi de matière de réflexion à l'interview menée par Ekwesa TV. Récemment, vous aviez fait sortir aux éditions l'Harmattan un ouvrage, un essai sur la politique togolaise qui est intitulé Togo, démocratie impossible. Pourquoi un titre interrogatif? Un titre interrogatif parce que nous sommes tous dans l'interrogation aujourd'hui à propos du Togo, mais pas que du Togo, mais de beaucoup de pays africains. Parce que depuis les années 90, on a enclenché le processus démocratique. Les peuples ont exprimé leur volonté de vivre dans un régime démocratique où il leur revient de désigner librement, de choisir les institutions et les personnes qui doivent les incarner. Or, dans la situation du Togo singulièrement, si nous prenons celle-ci, on se rend compte que 20 ans après, 25 ans même après, on est toujours dans un régime où les mêmes personnes conservent le pouvoir avec l'appui d'une partie de l'armée et que toute tentative de réforme allant dans le sens du progrès démocratique échoue. Donc on se demande si vraiment on est engagé dans un processus démocratique ou si on est toujours dans le statu quo. C'est pour ça que je me demande si la démocratie est possible au Togo, où on est condamné comme Sisyphe à faire des efforts qui sont réduits dès le lendemain à néant. Les populations qui ont ce pays en partage brûlent d'envie de voir le changement et l'alternance au niveau de l'État. Selon vous, pourquoi ça traîne depuis les années 90? Il y a principalement 2 raisons à cela, à mon avis. La première tient au fait que le régime en place ne veut pas partir, ne veut pas s'inscrire dans une démarche démocratique parce qu'il a peur, ou ceux qui sont du régime en tout cas ont peur de perdre leurs privilèges et ils font feu de tout bois. Je mesure bien mes mots, ils font feu de tout bois, y compris en s'inscrivant dans des actions répréhensibles pour conserver le pouvoir. Les hold-up électoraux sont là, les matages des populations par des forces des armées. Et puis il y a aussi ceux qui veulent le changement, ceux qui sont les démocrates ou en tout cas les peuples en lutte pour la démocratie au Togo, les opposants comme on dit, qui ne se choisissent pas la bonne stratégie pour parvenir à l'alternance. Il y a trop de divisions au sein de cette opposition, des conflits de personnes et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une stratégie cohérente, efficace, déclinée avec méthode sur plusieurs années pour conquérir le pouvoir. Je prends un exemple très simple. En 2009, on était à 3 ans après les accords l'APG, l'accord paritaire global. Et l'opposition se retrouve à Ouaga à 6 mois de l'élection présidentielle. Parmi les questions qui étaient à l'ordre du jour, il y avait 2 principales, qui étaient celui du scrutin uninominal à 1 tour et qu'on voulait passer à 2 tours, c'est ce que voulait l'opposition, et celui de la candidature, des critères d'éligibilité à la candidature à la présidence.
L'opposition est passée à côté de ce rendez-vous en acceptant de différer la question du scrutin à 2 tours. Alors que c'est essentiel pour une élection. Et on est resté dans l'élection à un seul tour. Et puis, on a revu en 2010 la réédition du hold-up électoral. Faure a été proclamé gagnant au premier tour et puis on en est là. Donc il y a un problème de stratégie aujourd'hui au sein de l'opposition, comme il y a une volonté du pouvoir à rester en place et à ne pas faire changer les choses. Au niveau de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas à se remettre en cause véritablement pour voir qu'est-ce qui ne va pas, s'il faut vraiment changer de stratégie? Absolument. Moi, en décembre 2013, j'ai écrit une lettre à l'opposition. Une lettre ouverte aux 2 structures qui représentent l'opposition, à savoir le CST et la coalition Arc-en-Ciel. Je leur disais qu'il était urgent, à partir de décembre 2013, de se remettre en cause et de travailler à trouver une nouvelle stratégie en vue de l'élection de 2015. Nous étions en décembre 2013. Je leur ai dit pourquoi et comment changer de stratégie. C'est moi qui, dans ma lettre, ai parlé de conclave pour la première fois. C'est moi qui ai dit dans ma lettre qu'il faut qu'ils nous donnent une bonne nouvelle à l'issue de ce conclave-là en 2014. Donc, effectivement, il faut un changement. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot, hein, et ils font beaucoup de boulot aussi sur le terrain. Je ne suis pas là à dire qu'ils sont nuls, qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Nos aînés travaillent beaucoup. Ils consacrent beaucoup d'énergie à la stratégie, au changement. Et ça, il faut le reconnaître et le saluer. Je le reconnais, je le salue de leur part. Ce qu'il faut, c'est que quand vous utilisez une stratégie en politique et qu'elle n'aboutit pas, il faut faire la critique de cette stratégie et en changer. C'est tout ce qu'on demande. Et on sait que s'ils n'y arrivent pas, mais que s'ils changent de stratégie et qu'ils s'inscrivent dans une nouvelle stratégie, on saura aussi l'apprécier. C'est important. Je sais qu'ils veulent le changement. Je ne pense pas que ce soit des corrompus comme tout le monde veut ou des gens veulent le faire croire, non. Mais il y a un problème de stratégie et ça, c'est important. Et j'en parle dans mon livre. Je dis ce qu'il faut pour changer les choses. S'il y a conseil à donner aux représentants de ces 2 regroupements de la classe politique d'opposition au Togo, selon vous, qu'est-ce qu'il y a à leur dire? Alors, je comprends qu'il faut un programme, un calendrier et commencer par parler de la plateforme d'abord, puis après s'entendre sur qui va porter ce programme-là devant l'électorat. Ça, c'est normal, c'est logique comme démarche. Mais ce que je crains, c'est qu'on se cache derrière cela pour ne pas aborder la question cruciale parce que tout le monde craint cette échéance-là, tout le monde redoute cette échéance parce qu'on sait que c'est à partir de ce moment-là que la rupture ou l'échec peut être possible. Non, le conseil que moi je veux donner, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin. C'est facile de le dire comme ça. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui autour de 7 millions de Togolais. Tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être Premier ministre. Donc il faut que les gens l'acceptent de cette manière-là. Et qu'on puisse comprendre que ce qui importe, c'est celui qui peut nous permettre de gagner. C'est ça qu'il faut avoir, celui ou celle qui peut nous permettre de gagner. Et il faut que chacun puisse faire silence de son ambition, puisse taire ses propres désirs, son propre calcul, ses propres calculs, et accepter de désigner celui ou celle qui peut nous permettre de gagner. Aujourd'hui, les jeux sont à peu près assez clairs. On sait qu'il y a un noyau dur, un noyau stable de l'opposition qui est constitué de l'Arc-en-Ciel et de l'ANC. Et je pense qu'en pensant un peu, en réfléchissant un peu, on peut dégager de ce noyau-là une personne qui soit à même de le faire. Et il faut que chacun l'accepte. Pas qu'on se dise, moi je veux jouer solo. Si on veut jouer solo, tout le monde est candidat. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et il faut accepter que ce ne soit pas moi et accepter que ce soit celui qui est le mieux placé ou celle qui est le mieux placée. Les pays voisins disent que le Togolais est un peu amorphe. Et dans votre ouvrage, par exemple, vous parlez de l'homo togolensis, un terme que vous avez emprunté à Richard Boki, qui n'est pas un inconnu sur la place là-bas au Togo pour être un sociologue de revol. Oui, effectivement. Alors, on ne peut pas comprendre les difficultés politiques d'un pays, et notamment du Togo, sans essayer de comprendre la sociologie de l'homme, qui est en fait la composante unitaire de la société. Et c'est cet exercice que j'ai essayé de faire. Et donc, je me suis appuyé sur un terme que j'ai emprunté à mon ami Richard Aboki, qui est l'homo togolensis. Mais c'est pour pouvoir caractériser l'homme togolais et après faire l'analyse. Je me suis rendu compte d'une chose, ce qui nous caractérise le plus et qui fait le problème au Togo, c'est notre difficulté à régler les crises.
Nous ne savons pas régler des problèmes. Les Togolais ne savent pas régler des problèmes en général. Quand un problème s'installe, nous paniquons. Et nous considérons qu'un problème est définitivement grave, irréversiblement grave. Nous ne savons pas poser le problème de façon objective, c'est-à-dire jeter le problème en dehors de nous-mêmes et le considérer comme un fait, l'analyser et en avoir une approche phénoménologique. Et à partir de là, décliner les solutions appropriées. Nous habitons nos problèmes et nous en faisons des problèmes personnels, des problèmes d'hommes. Et à partir de là, on considère que pour régler un problème, il faut forcément sacrifier quelqu'un ou se sacrifier. Et donc à partir de là, comme personne ne veut mourir, eh bien on n'arrive pas à régler le problème, nous laissons les problèmes se sédimenter et ils nous poursuivent comme la Madeleine de Proust malheureusement. Donc un des problèmes fondamentaux du Togo, c'est la capacité à résoudre les problèmes, à endiguer les crises et à progresser ensemble. Je donne un exemple dans le livre. La crise qui est survenue au sein de l'UFC en 2010. Parce que les deux composantes de ce parti ne sont pas entendues sur une question qui est le partage du pouvoir avec le président en place, eh bien ce parti est définitivement condamné. La preuve, c'est qu'il y a eu une scission irréversible aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu endiguer cette question-là de partage du pouvoir et faire en sorte que l'UFC continue à exister sur l'essentiel, puisque c'était un parti très fort. Et là, on l'a divisé en deux, et on sait très bien que quand vous divisez en deux, vous prenez le risque au moins de diminuer les forces de l'une et de l'autre. Les gens redoutent ce qui va se passer pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que la mobilisation populaire qu'on a toujours vue auprès du peuple togolais, est-ce qu'aujourd'hui cette mobilisation reste toujours intacte? Tout dépendra de comment l'opposition va s'organiser. C'est pour ça que je parle de la candidature unique en disant que c'est indispensable. La première raison pour laquelle la candidature unique est indispensable, c'est parce qu'elle va sonner comme un tocsin, comme un clairon qui va réveiller le peuple et va dire à tous les apôtres du changement, j'emploie un bien grand mot, mais qui va réveiller le peuple du changement. Et ils vont se mobiliser, il va se mobiliser, ce peuple-là, comme un seul homme. C'est pour ça que la candidature unique est importante. Donc si l'opposition parvient à dégager un programme et à dégager une candidature unique, je crois profondément que le peuple se mobilisera comme un seul homme. Et c'est pour cela que c'est important que l'opposition s'entende. Oui, Togo, démocratie impossible, voilà l'ouvrage dont il est question et qui sert de matière ici à cette interview. Mais je voudrais vous demander, quelqu'un qui ne connaît pas le Togo, qui vous demande de le lui présenter schématiquement, qu'allez-vous lui dire? Alors je lui dirais que malheureusement le Togo est une exception géographique et politique. Exception géographique parce que si vous prenez les pays du Golfe du Bénin, les 4 pays du Golfe du Bénin, c'est-à-dire le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, le Togo est le seul pays qui n'a pas enclenché une alternance depuis le début du mouvement démocratique. Donc le Togo est le pays exception géographique. Le Togo est une exception politique et historique aussi parce que le Togo est le seul pays de ces 4-là que je viens de citer qui n'est pas un seul ancien président vivant. Je pense qu'il n'y a pas au Togo un ancien président. Donc, si vous voulez connaître le Togo, partez de ces deux exceptions-là. La première, c'est que c'est une exception géographique. C'est un îlot d'immobilisme dans une partie du monde qui est dynamique, une partie de l'Afrique qui est dynamique sur le plan politique et économique. C'est aussi une exception politique parce qu'on vient au pouvoir, on y meurt et son fils prend le relais. Mais vous aviez parlé tout à l'heure de dynamisme. Du côté de Lomé, il y a de belles routes qui se construisent, de beaux immeubles. Le port est dynamique, il y a beaucoup d'activités là-bas. Comment pouvez-vous, en quelque sorte, définir le quotidien du Togolais? C'est simple, c'est qu'effectivement le régime en place construit des routes et des ponts pour jeter de la poudre aux yeux aux populations, ça c'est clair. Mais les routes ne font pas, ou les ponts ne font pas le développement, le bien-être. Le bien-être, c'est simple, c'est pouvoir conjuguer 3 verbes à la première personne du singulier. Le verbe manger, le verbe se soigner, le verbe s'instruire. Si on arrive à construire ces 3 verbes, on arrive à un niveau de bien-être. La question que je vous retourne, est-ce que les routes, les ponts ou les immeubles qu'on construit aujourd'hui permettent aux Togolais d'avoir accès à un soin de qualité, d'avoir accès à l'éducation nationale, à une éducation de qualité? Est-ce que ça permet aux Togolais aujourd'hui de manger à sa faim de manière quantitative et de manière qualitative? Je laisse chacun faire sa réponse. Le problème, il est là, c'est qu'en Afrique, nous empruntons les raccourcis historiques pour faire croire que nous avançons. On dit que l'Afrique aujourd'hui
a une croissance, en tout cas plusieurs pays africains ont une croissance supérieure à 5%. La question qu'il faut se poser, à qui profite cette croissance en Afrique, cette croissance économique? Quelles sont les entreprises réellement africaines qui contribuent à cette croissance et qui par derrière redistribuent cette richesse-là au niveau de toutes les ramifications de la société? Il en est de même du Togo. Donc effectivement dynamisme, mais on ne sait pas si c'est des mouvements qui sont autochtones, endogènes, qui peuvent permettre donc une dynamique à long terme, ou si c'est tout simplement des farces. Et moi je pense que c'est plus des farces qu'autre chose. Donc dans cet ouvrage, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles le Togo a du mal à se construire comme une démocratie modèle et comme une république moderne. Et donc je veux comprendre quels sont les constituants objectifs de difficultés que nous avons. Et donc je suis parti d'une analyse par moi-même, qu'est-ce que moi j'ai comme responsabilité aussi, et de proche en proche comme ça, j'ai trouvé un certain nombre de réponses, en tout cas des propositions de réponses. J'en suis arrivé à un certain nombre d'éléments, comme la fragilité de la nation togolaise. Le Togo n'est pas encore une nation mûre, mature, qui a une vraie conscience d'elle-même. J'ai parlé aussi de la partialité de l'armée, parce que l'armée intervient trop régulièrement dans la vie politique du Togo. Il y a aussi un autre constituant comme les difficultés de l'opposition en elle-même à s'entendre, à trouver une stratégie qui lui permette d'avancer. Et puis il y a toutes les velléités du pouvoir, toutes les initiatives que le pouvoir met en place pour ralentir le processus démocratique. Et puis, comme je l'ai dit, il y a de la façon togolaise de régler les problèmes. Voilà. Donc ce sont l'ensemble de ces constituants que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre et dire à travers ce livre que tout n'est pas perdu, que tout est encore possible pour nous. Nous pouvons encore parvenir au progrès démocratique au Togo si nous savons faire preuve de beaucoup plus de maîtrise par rapport à nos faiblesses individuelles et collectives, et si nous acceptons de travailler ensemble. Parce que c'est important, nous ne pouvons pas construire le Togo si les Togolais se rangent de part et d'autre d'une ligne de démarcation en refusant de se parler. On dit moi je suis du pouvoir, je n'ai rien à voir avec l'opposition, tout ce que j'ai à faire c'est d'empêcher l'opposition d'arriver au pouvoir, et non, moi je suis de l'opposition, tout ce que j'ai à faire c'est de dire à Faure Gnassingbé et son groupe, ôtez-vous de là que nous y mettions. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'appelle l'écuménisme politique. Il faut que nous arrivions au Togo à travailler ensemble pour faire avancer notre pays.